Matrix 4, Star Wars 8, 10, 11 et 12, Gladiator 2, du Transformers et du Fast and Furious, en veux-tu, en voilà. En ce moment, en fait, la grosse tendance dans le cinéma, c'est les univers partagés, les univers étendus. Et c'est un sujet sur lequel on va justement s'étendre, nous, aujourd'hui, avec un trio de chroniqueurs qui mériterait d'avoir son spin-off, et c'est même dans les tuyaux, on vous en reparlera. On a donc Corentin, on a Cécile et on a Gauthier. Bonjour à vous et merci d'être avec nous en direct sur Fanzone. Merci à vous de nous rejoindre. On a Paul qui nous disait bisous à tous. Bisous à toi également, Paul. Donc, nous allons parler de pas mal de choses aujourd'hui. On parlera de la bande-annonce de ça qu'on a découvert la semaine dernière. On parlera des Expendables qui ont perdu peut-être leur pilier. On parlera également de l'adaptation live de Akira. Mais tout de suite, donc, on revient sur la folie des univers étendus. Et on va tenter de répondre à la question, est-ce que trop de suites tue la suite? Mais avant tout ça, en fait, pour qu'on commence, j'ai envie de vous poser la question, d'où ça vient en fait toute cette folie des univers étendus en ce moment? C'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans l'histoire du cinéma, hein, les univers étendus. Si on remonte dans les années 30, la Universal faisait déjà des Universal Monsters avec Frankenstein, avec Dracula, avec la fiancée de Dracula, avec l'étrange créature du lac noir, la momie qui est en train d'être rebootée là. Donc c'est quelque chose qui vient de très très loin et qu'on sait faire depuis assez longtemps. Au fait, univers étendu rime un peu avec cinéma. Hein. Tant qu'il y aura du cinéma, il y aura des univers étendus qui reviendront. Alors pourquoi du coup c'est revenu récemment? Je crois que c'est avec le succès de Star Wars récemment, c'est vrai que ça a vraiment relancé, j'ai l'impression, la machine. Évidemment, Marvel en 2008 qui a enrichi tout son univers avec ses adaptations qui marchent énormément. Et avec le retour en tout cas de Star Wars et de Rogue One, je pense que ça a vraiment le succès que ça a eu a vraiment interpellé. On a Justine qui nous dit, je sais pas ce qui est le pire, les suites ou les adaptations live. Et sachant que justement, on va bientôt avoir pas une suite d'une adaptation live, mais je sais pas si vous avez vu sur La Belle et la Bête, donc qui est un carton mondial qui va bientôt passer le milliard. Il y aurait des possibilités de spin-off, pas de suite, parce qu'en plus on sait que voilà, ils vécurent heureux, ils ont eu beaucoup d'enfants, ça c'est dans le compte, mais des spin-offs genre des Lumière Begins, des Big Ben Origins. Donc voilà, c'est aussi tout ce qu'on aime. Même Disney se met à même Disney se met à faire des univers étendus. En fait, on a l'impression que tout est prétexte à ça. Est-ce que vous le ressentez aussi comme ça, Corentin? Ouais, ça commence à aller un petit peu loin quand même quand on en est effectivement à envisager des spin-offs sur un chandelier qui parle dans La Belle et la Bête. Ça commence à aller un petit peu loin, je trouve. Pas votre avis, mais c'est-à-dire qu'il y a un double discours qu'on peut pas tenir très très longtemps. C'est-à-dire qu'on peut pas dire à la fois il y en a marre de ces spin-offs, de ces univers étendus et en même temps regarder les chiffres. Les gens ils continuent à y aller, les gens adorent ça. Et si on fait des univers aussi étendus que ça, c'est qu'il y a des chiffres à la clé qui sont hallucinants au box-office mondial, quoi. Justement, les chiffres, c'est ce dont nous parle Chris, qu'on salue. Il nous dit, après, si l'on ne veut plus de suite à répétition, il suffit de ne pas aller les voir et les chiffres font tout simplement reculer les studios. C'est exactement ça. Voilà. Après, c'est plus compliqué que ça. Parce que ce qui est compliqué avec l'univers étendu, quand il est fait de façon concertée dès le départ, façon Marvel par exemple, c'est que le paradoxe, c'est que ça te force, si tu aimes ça ou si tu en as aimé un ou deux, à tout voir. C'est ça qui est malin, c'est qu'ils en font beaucoup parce que quand c'est relié, il faut tout voir pour tout comprendre. Du coup, ça fait plus d'entrées, ça crée une communauté et c'est comme ça que ça se développe et que voilà, ça s'arrête jamais quoi. Mais ça prend de plus en plus de temps parce que je sais pas si vous avez vu passer cette étude il y a quelques temps, disant que pour voir tout ce qui concernait le Marvel Cinematic Universe, donc c'est-à-dire qu'on exclut tout ce qui est X-Men, on exclut les Spider-Man, il faut quelque chose comme 5 jours. Pour voir tous les films, les séries comme Agent of Shield, les séries de Netflix. Et ça si on fait un peu beaucoup. Et ça, c'est si on regarde les films qu'une fois. En plus. Oui, bien sûr, oui, parce qu'en plus les films sont longs. Parce que ils sont longs et les fans les voient plusieurs fois, ça veut dire que ça commence déjà à chiffrer. Et puis comme ils continuent jusqu'en 2028 potentiellement, c'est pas fini. Ouais, on a d'ailleurs Maxime qui nous dit trop de Star Wars tue Star Wars. Tu vas être un petit peu embêté, Maxime, parce que autant on a pas entendu parler de Star Wars pendant un bout de temps, enfin au cinéma surtout parce qu'il y avait tout ce qui était les livres, tous les jeux vidéo. Sauf que là, ils ont annoncé qu'ils avaient encore pas mal de spin-off dans les cartons et qu'ils prévoyaient déjà la trilogie suivante, c'est-à-dire les épisodes 10, 11 et 12. En fait, la question c'est est-ce qu'on va un jour voir la fin de Star Wars? J'y réfléchissais hier ou avant-hier et je me disais... c'est très très bizarre de se dire que cette franchise qui appartient tellement à notre génération,
C'est pas vraiment la franchise de nos parents. Nos parents, ils considèrent que c'est à nous, quoi, que c'est le truc pour leurs enfants. Et c'est pas non plus la franchise de nos futurs enfants ou de nos enfants si les uns et les autres en ont déjà. Parce que eux, mes neveux, ils considèrent que c'est un truc de ma génération à moi. Ils considèrent pas que ça leur appartient à eux. Et se dire que notre génération verra peut-être pas la fin, le dénouement de l'histoire, c'est quand même un truc qui me bouleverse complètement, quoi. Et ça risque d'arriver parce que là, avec 6 films en plus, on part pour encore 10-15 ans de Star Wars. À un moment, on va se faire vieux, quoi. En même temps, je trouve que c'est la manière la plus efficace d'étendre l'univers et de faire découvrir aux nouvelles générations. Enfin, moi, personnellement, j'ai vraiment découvert Star Wars avec la prélogie quand La Menace Fantôme est sortie en salle. J'avais 7 ans et j'aurais pas forcément découvert aussi tôt et ça m'aurait pas forcément touché aussi tôt si j'avais découvert les films plus anciens quand j'avais 15 ans, par exemple. Parce qu'en fait, ce qui est fort avec Star Wars, c'est que finalement, il joue sur la nostalgie. En fait, voilà, tu parles du fait que tu l'as découvert étant jeune. Voilà, ça te rappelle ta jeunesse et quand on te dit qu'il va y avoir de nouveaux Star Wars, forcément ça joue là-dessus, mais est-ce que ça joue pas un peu trop sur ça? C'est sûr qu'on est vraiment sur une vague nostalgie en ce moment qui est assez claire, ne serait-ce qu'avec les adaptations live Disney. On est vraiment sur une capitalisation de nostalgie et c'est effectivement un écueil qui est un peu dommage dans le sens où on revient toujours sur d'anciens films pour avoir de nouvelles idées ou en tout cas apparenté. Donc les anciens films deviennent un peu des marques vers lesquelles on se tourne, donc c'est un peu dommage. Et puis là où on commence à atteindre on n'y est pas encore, mais on va atteindre, je pense, une limite, c'est que les films Marvel, comme les films Star Wars, ou peut-être un jour les films d'ici, si ça perdure, on va avoir affaire à un public qui vieillit en même temps que les films, mais les films, eux, sont obligés d'avoir toujours le public jeune en priorité parce que c'est eux qui font le plus d'entrées au cinéma. Et du coup, il va y avoir ce paradoxe de films qui vont être faits toujours pour les enfants, seulement les gens qui aiment Star Wars vont commencer à atteindre 50, 60 ans. Est-ce qu'on peut faire un film qui contente toute une génération comme ça? Ça arrive, mais c'est quand même rare de réussir une telle chose. Donc voilà, j'espère qu'ils arriveront à contenter tout le monde parce que c'est ce qu'ils veulent faire, mais après, est-ce qu'ils y arriveront? Moi, j'ai juste envie de dire que le cas de figure Star Wars, c'est presque la définition de l'univers étendu. C'est-à-dire que l'univers que George Lucas a créé est tellement, tellement, tellement vaste qu'on a envie de l'explorer. Et du coup, c'est peut-être le seul truc qui me fait dire que j'excuse vraiment l'industrie cinématographique de continuer à l'explorer, quoi. Oui, peut-être qu'un jour, on en aura marre d'avoir trop de Star Wars, mais en même temps, il y a tellement de choses à dire sur cette franchise, quoi. Le truc, c'est que tu peux avoir le même argument pour Marvel, parce que les comics sont tellement riches, ils en font depuis des années, DC Comics aussi, Image Comics aussi a un gros catalogue qui serait adaptable et qui est en cours d'adaptation, et c'est des trucs qui, si tu mets sur le papier, dans cette pièce tous les comics possibles et imaginables, t'as de quoi raconter, mais des dizaines d'années de. Oui, mais c'est de l'adaptation, alors que Star Wars, ça appartient au cinéma, tu vois. Star Wars, c'est né sur grand écran. Oui, c'est vrai. C'est une grosse différence. Et toi qui parlais de Disney, justement, on a eu une question de François qui nous disait: est-ce qu'il est vrai que Disney va lancer son Princess Cinematic Universe? Eh bien, c'est exactement ça. En fait, on a eu il y a pas longtemps l'annonce en fait d'un projet qui serait, et je reprends les termes qui ont été cités, hein, c'est pas moi qui les invente, c'est le Avengers des princesses Disney. Donc on est assez curieux de voir ça, parce que ce serait, si c'est vraiment un mix entre Marvel et Disney, ça peut être assez rock'n'roll. Mais voilà. Mais après, il y a pas mal de projets quand même. Un truc qui revient assez souvent, c'est que finalement, ce besoin de prendre une marque déjà existante. Je pense que le meilleur exemple possible en ce moment, c'est l'annonce d'un Gladiator 2. Parce qu'en fait, on peut faire un péplum. Je veux dire, c'est pas nouveau. Un esclave qui se révolte, on l'a déjà vu 1000 fois. Mais pourquoi en fait ils sont obligés de faire un Gladiator 2 alors que pour ceux qui ont vu la fin, je ne spoil pas trop. La suite, c'est un peu tendu. Voilà. Allez voir le film qui est vachement bien. Et vous comprendrez qu'on peut pas trop faire de suite. Et pourtant, en fait, Ridley Scott a dit: oui, mais on travaille sur un Gladiator 2 avec les mêmes personnages. Honnêtement, à part l'argument financier, je vois pas trop l'intérêt de forcément reprendre la marque Gladiator 2, parce qu'effectivement, un nouveau péplum pourrait tout à fait marcher. Donc, Ils sont qu'ils ont besoin de se rattacher à cette marque existante pour que le film marche. Et un film qui a obtenu beaucoup de récompenses, etc. Donc, on a l'impression que c'est effectivement le socle, l'argument, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a fait un très grand film, mais il y avait bien plus de choses à raconter. Donc n'oubliez pas que Gladiator, c'était un très grand film. Et donc à partir de ça, on va vous faire une autre histoire. Et bon, quand ton point de départ de projet, c'est ça, sur le papier, c'est un peu pauvre. Après, il y a un tout petit argument non financier
qui est qu'en 2013, Nick Cave a écrit une suite à Gladiator, mais il dit lui-même qu'il l'a fait vraiment pour la beauté du geste, pour la beauté de juste faire un scénario de Gladiator 2, dont le héros serait toujours Russell Crowe. Et au fait, dans sa suite, dans son scénario à lui, Russell Crowe revient pour devenir une sorte de dieu de la guerre qui va traverser toute l'histoire de l'humanité et combattre toutes les plus grandes guerres de notre histoire. Donc ça, c'était le truc de Nick Cave. Peut-être que Ridley Scott parle de ce scénario-là quand il dit qu'il veut faire un Gladiator 2, on ne sait pas. Mais enfin, je vous rappelle que Ridley Scott, il a 80 ans et il a du pain sur la planche, quoi. Il a encore 2 aliens dans les tuyaux. Même plus que ça, ce qu'il a dit, on pourrait encore en faire 6. Sachant que le prochain sort le 10 mai. Autre qui univers devrait tourner étendu, bientôt. Oui, bah c'est ça, voilà exactement. En fait, et on a Caroline qui me permet de faire une bonne transition, qui dit on est d'accord que la suite que tout le monde attend, c'est Rabbi Jacqueline. La suite de Rabbi Évidemment. Jacob. Moi, j'attends de le voir, franchement. Avant de taper dessus, j'attends de le voir. Mais par contre, que justement, ça permet de soulever quelque chose. En fait, c'est les univers attendus, c'est vraiment le truc à la mode dans le cinéma, mais en fait, surtout aux États-Unis, parce qu'en France, c'est pas trop ça. Bah carrément, en France c'est même limite l'inverse, parce qu'on voit qu'il y a des possibilités de faire des univers étendus, mais que pour des raisons de droit le plus souvent c'est pas possible. Par exemple là, l'exemple qu'on a le plus en tête en ce moment, c'est qu'à la fin de l'année il sort le film Le Petit Spirou, inspiré de la BD que tout le monde connaît au moins de nom. Et ensuite, il y a un film, en mai, il y a Les Aventures de Gaston, et en juin ou juillet, il y a Spirou et Fantasio. Et on se dit, ah bah ça va être super, parce que du coup, on pourra peut-être voir Fantasio dans Spirou et Fantasio, et puis peut-être qu'ils vont faire revenir le Marsupilami. Et en fait, ils peuvent pas pour des raisons de droit, un peu comme Marvel avec la Fox et les mutants et machin. Et du coup, on passe à côté d'un truc, quoi. Ça, c'est vraiment dommage. Et les projets qu'on nous envisage comme des univers étendus, qui sont faire croiser Patrick Chirac de camping avec Jeff Tuche des Tuches. Bon, il faut bien reconnaître que sur le papier, c'est pas ce qui vend le plus de rêves en termes d'univers étendus. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé voir ça? Ouais, quand même. En DVD alors, hein. Mais non, ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Et oui, donc en France, ça n'existe pas. Et même dans le passé, ça n'a pas beaucoup existé. C'est vraiment un truc. Nous, on part de spin-off presque plus sur des personnages, par exemple. Enfin, des personnages. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Par exemple, quand on voit Les Bronzés, le personnage de Michel Blanc, donc Jean-Claude Duss, il est réutilisé dans d'autres films sous un autre nom. Quand on le voit dans Marche à l'ombre, quand on le voit dans d'autres films, voilà, on prend un concept de personnage qu'on reporte dans d'autres films, mais on garde pas le personnage. On se lance pas dans des suites. Voilà, il y a eu des suites comme Les Soudoués et machin, mais vraiment pour prendre un personnage d'un film pour faire un univers étendu, ça se fait pas. Culturellement, on n'a pas trop ça dans le sang, quoi. Pourtant, on a une bonne suggestion de Tom qui, je pense, va faire plaisir à Johan en espérant que Johan nous regarde. Il disait pourquoi pas un univers étendu Camelot. Et ça serait oui. vachement bien. Ça oui. Oui, ça, Un Perceval Begins ou un truc comme ça. Caradoc Caradoc Origins. le talent de Alexandre Astier derrière, il peut le faire, lui. Sachant que d'ailleurs, il prévoit une trilogie. Il l'a confirmé hier sur le plateau de Canal+, en disant qu'il y avait une trilogie en préparation. C'était écrit, Audrey Fleurot serait de retour et apparemment le tournage serait vraiment pour cette année. Donc ce serait enfin le lancement du film Camelot. Donc ça, on en reparlera bien évidemment. Mais c'est vrai que Camelot peut faire un univers étendu français. De la même façon que j'ai vu passer un commentaire disant que faut demander sinon à Luc Besson. Ce qui, peut-être que oui, effectivement, peut-être que Luc Besson est le seul à pouvoir aujourd'hui pour le coup lancer un univers étendu français, surtout si Valérian fonctionne et qui peut lancer des suites. J'allais dire que pour le coup, Valérian, c'est un truc d'univers étendu, parce que même si c'est tiré d'une BD, etc., sur le papier, ça a la puissance d'un Star Wars. C'est une galaxie, il y a des planètes, il y a des races, il y a des aventures, voilà, à plus savoir quoi en faire dans cet univers-là. Donc, si le film cartonne, ce qui est probable, il y a de grandes chances qu'on voit un univers étendu se développer, ou à minima dans un premier temps des suites, et puis voilà, peut-être a priori des spin-offs ou d'autres aventures, d'autres personnages. On a Maxime qui nous dit arrêtez avec vos univers étendus. Alors on va arrêter un petit peu d'en parler parce que en fait, le sujet est super étendu. Chez Europa, ils pourraient faire Taxi vs Le Transporteur VS Taken. VS Banlieue 13. Ouais. VS Yamakasi. Des clés de non, bras il y avait déjà des Yamakasi dans Taxi 2, c'était déjà le début. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, il y a peut-être moyen en fait. Donc voilà, on va laisser de côté pour l'instant le sujet des univers étendus, en sachant qu'il y a encore beaucoup de films qui nous attendent là-dessus. Donc on parlait de Matrix 4, on parlait de Star Wars 10, 11, 12. Il y aura aussi du Fast and Furious, puisqu'il y a le 8 qui sort la semaine prochaine. Il y aura encore 2 films derrière, on parle aussi de spin-off. Transformers, on nous a annoncé aujourd'hui qu'il y avait 14 possibilités de suite. Enfin, en tout cas, il y a 14 histoires en développement, ce qui fait quand même beaucoup de choses. On a DC Comics, bien évidemment, avec Justice League. Et on a Dune.
Ouais. Le film Dune Par de, Legendary, ouais. voilà, qui en fait qui va être repris par Denis Villeneuve, donc qui a fait Sicario, qui a fait Premier Contact et qui vient de terminer Blade Runner 2049 qu'on espère tous voir à Cannes. Oh oui. Mais enfin, on croise les doigts. Et voilà, donc il va adapter Dune qui avait déjà été adapté par David Lynch. Et apparemment, il y aurait de quoi faire plusieurs films. Peut-être pas lui, mais il y aura de quoi faire. Et puis ce que prépare Paramount au-della de Transformers, c'est un univers connecté avec d'autres franchises de jouets, parmi lesquels les G.I. Joe par exemple. Et voilà, ils veulent faire un espèce d'univers de tous ces personnages-là réunis. Le Toy Extended Universe. C'est ça, ouais, ça c'est exactement ça. Ouais, c'est Hasbro, le Hasbro Extended Universe. Donc voilà, donc on reparlera bientôt du univers étendu. On va parler maintenant à une série de petits sondages express et on va commencer avec ce qui était a priori l'une des bandes annonces événements de la semaine dernière. C'était la bande annonce de Ça, donc la nouvelle adaptation du roman de Stephen King. Vous connaissez sûrement l'original, le téléfilm de 3 heures qui a traumatisé une bonne partie de gens ici, dont Cécile. Je sais que rien que quand tu y penses, ça te fait un peu flipper. Et justement, cette bande annonce, est-ce qu'elle est réussie, est-ce qu'elle est flippante? Alors, c'est vrai qu'on nous l'a vendu comme une des bandes annonces les plus flippantes qui faisait hurler de terreur à peu près tout le monde. Bon, je pense que personne n'a hurlé de terreur vraiment dans la rédac, mais Que tu crois? oui, Peut-être que des gens je ont n'ai hurlé pas chez entendu. eux. Tu m'as jamais vu déguisé en clown, hein? Je suis terrifiant. Oui, Ça m'a fait, je voulais pas voir ça d'ailleurs. Ce sera pour son spin-off en fait. Non, ce qui était agréable, non, c'est pas, le mot est pas bien choisi, mais ce qui est intéressant, c'est de voir des scènes cultes en fait déjà bien amenées. Donc ça donne vraiment envie de voir la suite. Après, c'est vrai que ça m'a pas personnellement terrifiée. J'attends de voir. De toute façon, j'irai le voir parce que j'ai vraiment envie. Mais a priori, ce film-là va vraiment être sur la partie des enfants, donc ça peut être intéressant. Mais Oui, parce qu'il faut savoir que pour l'instant, il y a 2 films prévus en fait. Une première partie donc sur les enfants et une partie après quand les enfants seront adultes. Alors on a François qui nous demande: est-ce que je suis le seul à ne pas avoir vu ça? Eh ben, je sais pas. Bonne question. Moi, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu aussi, mais il y a très très longtemps. Moi, aussi. j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je l'ai en DVD chez moi, mais il faudrait que je le revoie. Alors moi, je l'ai vu il y a quelques années et du coup, je l'ai trouvé un peu cheap. Je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis. Mais je trouve que voilà, peut-être est-ce que justement je me dis peut-être que un remake beaucoup plus contemporain, beaucoup plus actuel, peut-être que ça a du sens parce que l'ancien est un petit peu daté, il date de 1990. En fait, je pense que ce que tu appelles cheap, c'est plutôt rétro. C'est-à-dire que c'est un téléfilm de la fin des années 80 quand même. Donc forcément, ça a un petit peu vieilli. Moi, je suis comme toi. Je trouve que la nouvelle bande-annonce fait pas extrêmement peur, mais je trouve que ce qui est très très cool, c'est l'aspect, l'ambiance. C'est-à-dire que même sur le visuel qu'on a là, on voit comment tout ça est très très bien travaillé, quoi. Le gamin avec son espèce d'impair avec sa capuche de dos, ça fait penser à Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg tout de suite. On a ces trucs qui font un petit peu peur en tête. Et puis le clown qu'on voit à travers le ballon, ça a vraiment de la gueule. Et avec les gamins qu'on voit, on pense tout de suite à Stranger Things et à Il y a un acteur de Stranger Things en plus. Bien sûr. Goonies, parce que quand tu vois le plan avec la baraque abandonnée et les vélos, c'est impossible de pas penser à ce film-là. Et après sur la BA elle-même, moi ce que j'ai un petit peu déploré, c'est que effectivement quand c'est les moments avec le ballon qui passe, etc., c'est très très flippant parce que du coup c'est plus une ambiance. Et en fait quand il y a le clown, il mise beaucoup sur les scare jumps. Donc vous savez, c'est ces bruits très secs qui font sursauter parce qu'il y a du bruit, mais pas forcément à cause de l'image ou de ce qu'on voit à l'image. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est une BA qui est censée être un peu choc, donc c'est peut-être pour ça. J'espère que la deuxième bande-annonce, sans trop nous en dévoiler de l'histoire, même si certains ont déjà vu ou lu le livre, diront, tiens, là on fait moins de scare jump et on va plus miser sur la présence du clown et pourquoi il est glauque ce clown et pourquoi il fait flipper. Et voilà, moi c'est ça que j'ai envie de voir parce que pour l'instant j'ai vu des plans du téléfilm avec une caméra de 2017 quoi. Hormis effectivement les quelques moments assez subtils que là j'ai plus apprécié. Donc j'espère que ce sera plus sur cette veine-là que sur le côté démonstratif d'effet de peur. En tout cas, ce qui est cool, c'est que le film arrive 27 ans après le téléfilm, et comme chacun sait, ça revient tous les 27 ans. Donc, ah oui, ça c'est vrai. Ah, bien vu. C'est bon, très bien vu. Rien que pour ça vaut le coup, je pense. Et donc ça arrivera chez nous au mois de septembre, donc on a l'occasion d'en reparler. Ouais. C'est le réalisateur de Mama, c'est ça? Oui, Mama qui est disponible sur Netflix depuis aujourd'hui d'ailleurs. Si vous voulez voir le premier long métrage réalisé par Andrés Muschietti, et avant de voir ça,
eh ben vous pouvez y aller. Et nous on va passer à un autre sujet, en fait, on va passer aux Expendables. Donc c'est-à-dire que c'est moins des clowns, c'est plus des gros bras. C'est moins dans la finesse, oui, mais. Faut pas c'est les pas du appeler tout dans des la clowns, finesse en d'ailleurs. fait. Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas les appeler des clowns, ils aiment Ouais, pas ça. quand on va derrière, et Non. justement, en fait, on va parler du monsieur qui est derrière, qui allume son cigare tranquillement et qui a claqué la porte. Donc la porte est peut-être cassée la gueule, hein, qu'il faut savoir. En fait, et donc Sylvester Stallone, qui était quand même le leader des Expendables, aussi bien devant que derrière la caméra, a quitté la franchise. Apparemment, il y aurait des désaccords concernant les effets visuels du prochain volet qui était en préparation. Et du coup, la question, en fait, donc ça, on va pouvoir, je pense, y répondre assez rapidement, c'est les Expendables sans Stallone, stop ou encore? Alors moi, c'est stop complet parce que c'est Stallone qui a porté ce projet-là dès le début. Il a écrit, alors je veux pas trop m'avancer, mais je crois qu'il a participé à l'écriture d'au moins plusieurs des opus. Il a réalisé, Il a réalisé le premier. Voilà, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Il a réuni tous ses potes. C'est lui qui a fait venir tout le monde. Il a fait venir Dolph Lundgren. Il a fait venir son nom m'échappe tout de suite, mais je crois qu'Eric Roberts, c'est lui qui l'a fait venir aussi. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui sans Stallone n'a plus trop de sens. Déjà parce que c'est le chef de l'équipe. Et ensuite parce que il mène vraiment la barque, quoi. Moi, je suis allé voir les Expendables, enfin pas le premier, mais ceux d'après, le 2 et le 3, je suis allé les voir parce que c'est Stallone et que j'aime Stallone. S'il est plus là, c'est pas la peine. Vous êtes d'accord? Oui, je vois pas trop l'intérêt non plus de forcément continuer. Après, en plus, il faudra l'expliquer dans le scénario pourquoi il a passé 3 films à monter toute l'équipe pour finalement partir. Ça me paraît un peu bancal comme. Non mais l'idée de faire des Expendables sans Stallone, c'est débilissime, quoi. Enfin, c'est impossible. Tout ce qu'on va, imaginons un Expendables 4 sans Stallone. Tout ce qu'on va regarder, c'est le fait qu'il est pas là, quoi. Mais déjà dans le 3, quand ils ont remplacé Bruce Willis par Harrison Ford, au-delà du fait qu'il vannait sur Bruce Willis qui n'était pas là, on voyait que l'absence de Bruce Willis, qui tout à pourtant fait. lui n'est là que 5 minutes dans le film. Il y a Vincent qui nous dit à 70 ans, de toute façon, il faut arrêter. Oui, voilà, et puis quelqu'un Voilà. qui nous a dit également que, en fait, après, vu le niveau du 3, valait mieux arrêter avec ou sans Sylvester Stallone, ce qui est pas faux. C'est pas C'est faux vrai non que plus, ouais. voilà, peut-être que Stallone a eu une bonne idée en fait de quitter un projet qui, bah, du coup, en fait, on sait pas du tout si Moi, s'il va avancer ou pas. Je suis pas trop d'accord avec ça. Moi, j'avais très envie de savoir de voir à l'écran des gens de 70 ans commencer à ne plus pouvoir vraiment faire ces films-là, quoi. Ah bah, C'est-à-dire on y est un se peu. dégrader. Je trouvais qu'il y avait vraiment un sujet hyper intéressant là à regarder. Mais bon, bah, Mais tant pis. le problème, c'est que ça a été abordé un peu dans le premier film et dans le deuxième, ils ont vraiment assumé le côté selon lequel, oui, on est vieux, mais enfin, regardez, on a pu le faire dans le 1, on va le refaire dans le 2 et dans le 3. Effectivement, on perd cette dimension de réflexion un peu sur l'actionneur qui vieillit, quoi. Voilà. On a Jean-Charles qui nous dit au féminin lol comme pour Ghostbusters. Eh ben rigole bien Jean-Charles, mais ça pourrait arriver parce qu'il y a toujours un projet de Expandable qui traîne dans les cartons. Peut-être que ça va être l'occasion en fait. Donc Expandable, c'est l'équivalent féminin de Expendables. Personnellement, j'espère que c'est dans les cartons et que ça prend la poussière. Mais c'est dans les cartons sous un autre carton, tout ça dans le déménagement. C'est ça, parce que c'est vraiment une idée de merde, hein, honnêtement. Parce que ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que on peut pas faire le 4 parce qu'il n'y a pas Stallone. Du coup, on va peut-être se rabattre sur un Expandables avec des actrices qui se font un peu d'action, etc. Ça va vite tourner en rond et vraiment pas avoir de sens, je pense. Je suis complètement d'accord. Ce serait vraiment une solution de repli par défaut et ça n'aurait pas vraiment grand intérêt. Moi, je trouve que toute cette idée de reprendre des trucs qui ont été faits avec une dominante masculine et de les refaire au féminin, toute cette idée-là, faut la foutre à la poubelle définitivement, quoi. Faut faire des nouveaux films en brassant mieux et en donnant des beaux rôles à tout le monde. C'est tout. C'est beau. Ouais, c'est vraiment très beau. Donc, on voit passer David qui nous dit, c'est un peu comme Matrix sans Neo, ce qui est pas faux. Et on nous a dit d'ailleurs qu'on n'a pas donné d'infos sur Matrix. On en donnera dans quelques instants, qu'on répondra à toutes vos questions. Donc, commencez à les préparer. On aborde un dernier sujet et ensuite on répond à toutes vos questions ou on essaie de répondre à toutes vos questions. Mais avant ça, dernier sujet. Donc, on va parler de Akira. L'adaptation live de Akira, qui est un petit peu l'un des serpents de mer de Hollywood, parce qu'on a parlé à un moment de Jaume Collet-Serra, qui est le réalisateur de Sans Identité avec Liam Neeson. On a parlé de Christopher Nolan aussi. Et aujourd'hui, alors c'est une bonne coïncidence vu qu'il y a Ghost in the Shell qui vient de sortir, on reparle de cette adaptation live et on nous dit que Jordan Peele, qui est le réalisateur de Get Out, qui est un petit film américain qui buzz vachement et dont vous allez bientôt entendre parler, serait sur la shortlist de Warner pour le réaliser. Mais déjà, Akira, qu'est-ce que c'est, Corentin ?
Akira, c'est un manga, on peut dire culte, qui a participé en fait à la découverte du manga en Occident, parce que ça a vraiment, ça s'est démarqué tout de suite. Ça date du milieu des années 80, je crois, et ça s'est étalé sur plusieurs années. Ça raconte comment un gamin qui a un accident est récupéré, un accident de voiture, de moto, est récupéré par un gouvernement dans un néo-Tokyo, dans un Tokyo futuriste et dystopique. Et donc le gouvernement fait des expériences sur ce mec-là et il se retrouve avec des pouvoirs télékinétiques, je crois. Et du coup, voilà, il va se retrouver et en fait, ces pouvoirs vont lui donner une ambition qu'il n'avait pas. Il va essayer de grimper dans la hiérarchie des chefs de gang, etc. Et il va se heurter donc à beaucoup de factions et notamment une faction très spécifique qui va faire de lui une sorte d'élu et qui va essayer de lui dire guide-nous vers la lumière. En gros, hein, c'est un peu l'idée. Donc voilà, c'est ça. Et il y a eu un film d'animation en 88, si je ne m'abuse, et avant la fin du manga d'ailleurs. Et il avait été réalisé par le mec qui dessine le manga. Je m'excuse auprès des fans, je ne me souviens plus de son nom. Katsuhiro Otomo. Merci beaucoup. Et bonne réponse de Gauthier. Réponse de l'amiral. Et donc voilà, il y a eu un film d'animation et ça fait des années qu'on nous parle d'un film, effectivement. Et si Ghost in the Shell marche, il y a de grandes chances que d'un coup, ça remonte sur le dessus de la pile. Là, il faut voir que c'est exactement ce dont tu nous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la nostalgie qui revient tout le temps. On parle beaucoup en ce moment des adaptations live des Disney, mais évidemment avec les animés, on est en train de voir si on pourrait pas faire la même chose. C'est pas un hasard si Ghost in the Shell revient sur les écrans aujourd'hui avec Scarlett Johansson. Et donc, ce qui se passe pour le film avec Jordan Peele peut-être, il faut comprendre que Akira est dans les cartons notamment de la Warner depuis 5 ans déjà, et qu'il y avait un projet qui était bien avancé en 2011 avant que la Warner tire la prise. Je sais plus pour quelle raison d'ailleurs. Mais donc on sait que Akira doit être fait en live action et Jordan Peele là récupère un projet qui se fera peut-être, mais évidemment tous les regards se braquent vers Ghost in the Shell qui vient de sortir et on attend de savoir s'il y a quelque chose de fiable. Alors ce qu'on voit, c'est que ça marche là, ça marche pas autant que les adaptations live de Disney, c'est-à-dire qu'on parle pas de atteindre le milliard de dollars à l'international. On parle peut-être de faire quelques dizaines de millions de dollars, peut-être quelques centaines de millions de dollars. Parce que dizaines de millions de dollars, quand même, c'est assez léger. Hein. Non, mais bien sûr. Enfin, ils sont déjà là, les dizaines de millions de dollars. Mais on est en train de surveiller combien de centaines de millions de dollars on peut faire avec ça, et est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça ne vaut pas le coup. Et la piste là probablement c'est que ça va pas valoir le coup, donc on ne sait pas. Et puis un film Akira, d'abord ça coûterait cher, je pense, parce qu'il y a tout un Tokyo à créer comme ils ont fait pour Ghost in the Shell, tout un univers visuel à créer. C'est pour ça en fait que tu te demandais poser la question, c'est pour ça que l'adaptation traîne un peu, c'est que niveau budget ils savent pas encore si c'est faisable. Exactement, ouais. Je comprends. Ouais. Je comprends. Et en plus il y a cet aspect que Akira c'est très très violent, et du coup si c'est très très violent et qu'on veut respecter un minimum l'œuvre originale, il faut que ce soit violent à l'écran. Si c'est violent, ça fait moins d'entrées. C'est la grande rengaine de si le film est R-rated, donc interdit aux moins de 17 ans, non accompagné aux États-Unis, on perd tout un public jeune qui va beaucoup au cinéma. Donc c'est des questions de production qui là peuvent avoir qui peuvent justifier que le projet soit mis au carton, quoi. Oui, parce que c'est vrai, parce que Ghost in the Shell, on voyait très bien comment on pouvait le rendre non violent, quoi. C'est-à-dire en se reposant sur le cyberpunk et tout ça. Alors que là, Akira, s'il y a pas la violence qui va avec, c'est même pas la peine de le faire, quoi. Exactement. Ça rejoint ce que disaient Frédéric et David, que en fait ce genre de manga live à Hollywood, c'est toujours un petit peu édulcoré, on les rend tout public ou on minimise la violence. Oui. Donc voilà. Donc après, le projet Akira, on va suivre ça de près, on va suivre également les chiffres de Ghost in the Shell, et c'est le moment pour nous de répondre à vos questions. Donc j'ai vu passer une question, donc le temps que tout se lance, j'ai vu passer une question sur Matrix, beaucoup de questions sur Matrix, disant qu'on n'a pas vraiment d'informations sur Matrix, est-ce que ça va parler du recrutement de Morpheus? Et ben en fait, tout simplement, on ne sait pas trop. En fait, on sait que apparemment Michael B. Jordan serait l'un des favoris de la Warner pour être le héros du nouveau film. Mais on ne sait pas exactement encore de quoi ça va parler, parce qu'il est possible que ce soit une espèce de spin-off de Matrix, donc sur d'autres personnages. En plus, quand on regardait la fin de Matrix 2, il parlait de d'autres élus avant Neo, donc ça pourrait être l'un d'eux. Il y a aussi cette rumeur de Morpheus Origins, donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Ils envisageraient une sorte, paraît-il, parmi d'autres choses, une des pistes envisagées serait, comme ils vont essayer de faire avec Indiana Jones 5, c'est-à-dire un glissement
des anciens vers les nouveaux, éventuellement, des nouveaux héros, on va dire. Et c'est pas clair si c'est un préquel, si c'est une suite, si c'est un mix des deux avec un peu d'anciens, un peu de neuf. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour l'instant de répondre à vos questions parce qu'on ne sait que ça. Et effectivement, Michael B. Jordan envisagé par le studio, voilà, dans un rôle. Alors on a Vincent qui nous dit Matrix 2 et 3 n'existent pas. Si, je les ai en DVD chez moi, je m'en suis rendu compte hier. Non, je suis d'accord avec Vincent, ils n'existent pas. Mais bien sûr que si. C'est comme la cuillère. Alors on a Martin qui nous dit sortir Spider-Man de l'univers Marvel, info ou intox. Ou les deux. Alors ça, c'est une excellente question parce que c'est compliqué. Il se trouve qu'on a appris un peu par hasard au détour d'une interview que Tom Holland, effectivement, serait sous contrat pour faire 2 Spider-Man, donc Homecoming qui arrive là cet été et Homecoming 2, on va l'appeler pour l'instant puisqu'on n'a pas de titre. Donc 2 films Spider-Man au sein de l'univers Avengers. Et il semblerait que déjà il soit pas forcément au casting des spin-offs, genre Venom, etc., qu'il n'y ait pas Spider-Man là-dedans, et que s'il y soit, il ait son mot à dire là-dedans. Donc voilà, et ces spin-offs sur Venom, etc., ne feraient pas partie de l'univers Marvel Avengers et seraient vraiment un univers Sony Marvel, comme il y avait avec Andrew Garfield, etc., un truc séparé. Donc voilà, c'est compliqué, on n'a pas tous les tenants aboutissants pour le moment. Voilà. On a Franck qui nous dit Keanu Reeves est apparemment partant pour Matrix. Alors c'est pas tout à fait ça, en fait, il est partant, oui, si les Wachowski écrivent et réalisent, ce qui n'est pas le cas, donc on va dire qu'il n'est pas partant. Ils sont pas contactés. Et on a Paul qui nous faisait des bisous tout à l'heure, qui nous dit je n'ai pas aimé Matrix, vive Dark City. Bah tu sauras que en fait Matrix et Dark City, oui, et que Matrix et Dark City ont été tournés dans les mêmes décors. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose là-dessus. On a Tom qui nous demande X-Men, est-ce que Légion sera intégré au film? Donc le personnage de Légion, qui est le héros de la série qui s'est terminée récemment, est-ce qu'il sera intégré dans les films? Pour l'instant, c'est flou. Oui, c'est flou. Normalement, non, parce qu'ils avaient très bien assumé le fait que Légion était une série complètement à part des films X-Men, et qu'il était un mutant, mais qui ne devrait pas se relier au film. Voilà, alors, je n'ai pas encore vu le final, peut-être que dans le final, il y a une révélation, mais a priori, moi, je dirais non. Ils avaient vendu la série comme vraiment une entité à part. On a Thomas qui nous dit vivement la Grande Vadrouille 2 pour revenir aux univers étendus. Alors, c'est aussi une possibilité, mais je suis pas sûr. Avec Clovis Cornillac dans le rôle de Bourvil et dans le rôle de Funès Christian Clavier, on va s'éclater. Il en rêverait, Christian Clavier, tu m'étonnes. Et alors David qui nous dit Spielberg nous avait parlé d'une série Halo, oui ou non? Alors sans mauvais jeu de mots, j'ai envie de dire que le projet est tombé à l'eau et que c'est pas. Et moi j'ai envie de dire non mais Halo quoi. S'il est Corentin, c'est à vous de soit vous restez. Soit... Après une référence à Nabila, je peux rien dire. C'est fini, je crois. C'est un peu compliqué. Rémi qui nous demande des news sur le film Flash ou Aquaman. J'ai l'impression que vous êtes très nombreux à nous demander des news sur Flash. Et donc Flash le film, Flash on le verra évidemment dans Justice League de même que Aquaman. Par contre sur les films solo, pour l'instant ils continuent de développer ça. Aquaman est en tournage ou prochainement en tournage. En tournage. Et Flash ce sera pour un peu plus tard. Oui, on a juste vanné le mec sur Halo, mais pour te répondre, oui, c'est gentil. C'est un vieux serpent de mer et je crois que c'est mort pour le moment. Non, il y a eu une série, mais c'est pareil en fait que pour Akira, c'est quelque chose qui coûterait très très cher. Il y a Peter Jackson qui était sur les rangs pour l'adapter. Après, ils ont parlé de Neil Blomkamp, qui est le réalisateur de District 9, qui est le poulain de Peter Jackson. Et en fait, à chaque fois, c'était des questions de budget qui fait que le projet tombait à l'eau. Je refais cette sale vanne, mais je n'ai pas le choix. Mais par contre, on est complètement d'accord avec toi que Halo mériterait une série et pas une franchise au cinéma. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Ensuite, on a Clément qui est tout proche de son intervention, qui nous demande de nouveau des projets de Kevin Smith, qui réalise chaque semaine un épisode de série. Hein. Oui, voilà. C'est ça, puisqu'il réalise en ce moment des épisodes de Flash, de Supergirl. Voilà, il est dans cet univers. Il est quelque part en train de fumer un joint, à mon avis, Kevin Smith. Exactement. Et puis, il a toujours lui aussi ses serpents de mer avec un Clerks 3, avec un Mallrats, une suite de Mallrats. Je crois que c'est foutu, Clerks 3. Je crois aussi, voilà, mais il avait plein de projets comme ça. Il va faire un nouvel épisode de Flash, je pense. Ouais, avant de réaliser sans doute un film pour DC Comics dans quelques années. On entendra parler de ça un jour, je pense. Alors, dans quelques instants, donc, on passera à la suite de notre grand jeu, la team Fanzone versus la team Internaute. On avait une question que j'ai vue passer aussi, qui nous demandait, qui parlait de Ant-Man. On a des petites nouvelles du film. En fait, on a une rumeur qui a été démentie. Je ne sais pas si vous êtes au coururant. Moi non. Donc c'est qu'en fait, on parlait de Jeremy Renner, alias Hawkeye, pour jouer dans Ant-Man 2. Et la réponse, Gauthier, c'est que... C'est non.
Voilà, c'est non, exactement. Ça a été démenti par le réalisateur en personne, en sachant que Jeremy Renner ne sera pas dans Mission Impossible 6. Ça, a été annoncé par la production. Donc, en fait, j'ai envie de dire, il est assez loin le temps où on parlait de lui pour reprendre la saga des mains de Tom Cruise. Et du coup, que va devenir Jeremy Renner? Parce que si son contrat se termine après Avengers 3 et 4, et admettons, son contrat se termine, on le voit plus dans les Avengers et dans le Marvel Cinematic Universe, il a plus Mission Impossible. On va le voir où, Jeremy Renner? Il refera des films d'auteur comme des mineurs, c'est bien aussi. Ah voilà, s'il revient à ça, d'accord. Il va pas te manquer, toi? Pas du tout. Ce sera redit. T'es dur. Ce sera redit et amplifié et ce que tu veux. C'est un bon acteur quand même. Je suis pas fan. Il dégage une humanité, moi c'est ce que j'aime bien. Quand il jouait, moi c'est un des rares trucs que j'avais vraiment beaucoup aimé dans l'ère d'Ultron, le Avengers 2, c'était que voilà, ce qu'il faisait avec Hawkeye était super intéressant. Et il y avait un côté très humain parmi tous ces mecs qui portent des armures et qui ont des marteaux magiques, etc. Mais c'était plutôt cool. C'est vrai que c'est dur pour lui, quoi. Jason Bourne veut plus de lui, Mission Impossible veut plus de lui. Justement, faut se poser des questions. Fais ton autocritique, Jérémy. Et on va conclure avec une question de Frédéric qui nous dit: le Batgirl que devrait réaliser Joss Whedon, ce sera du live ou de l'animation? Eh bien, ce sera du live. Et c'est justement une bonne transition puisqu'on en reparle bientôt dans notre prochain numéro de Fanzone. Et nous, il est l'heure de passer au grand jeu. Et je vois Gauthier qui s'en réjouit d'avance. On tremble parce qu'ils sont forts. Donc le grand jeu. De toute façon, Team on a dit qu'on versus- remettait les comptes à zéro. Là, il y a 0-0, c'est ça? Oui, enfin, on te dit ça pour que tu viennes, mais voilà, c'est. Ah, mince. Donc le grand jeu, en fait, pour l'instant, c'est la team Internaute qui mène 6-2. Oh là. C'est des scores de Barcelone PSG, ça, donc ça commence un petit peu à piquer. Et aujourd'hui, on va jouer avec un univers dont on a parlé un petit peu en début d'émission dans notre premier débat sur les univers attendus. C'est l'univers de Transformers qui sera de retour au cinéma le 21 juin avec Transformers The Last Night. Ce sera le 5e film. Et donc vous savez, dans Transformers, il y a les méchants qui s'appellent les Decepticons et il y a les autres, les Autobots, les gentils. Je veux partir. Et donc, sauvez-moi. Gauthier, bloquez la porte. Gauthier va essayer de s'en aller. Et donc, on va jouer. Le jeu, c'est de donnez-moi en fait des noms d'Autobots, donc de gentils Transformers qu'on a vus dans les films. Vous pouvez prendre des personnages du 5, hein, si jamais vous connaissez des noms, ils sont acceptés, je les ai dans la liste. Hein? Merci. Cool. J'en ai les deux. Voilà, parce que je me dis, on sait jamais. Alors, Qui commence? Peut-être eux, parce qu'ils vont en avoir plein encore. on a un pardon, prononciation 0. Les Decepticons, Decepticons, ouais, c'est. Moi, j'aime beaucoup les Alors, on a Decepticons. Ultra Magnus, c'est faux. Déjà, Optimus Prime, bon, voilà. Même si marqué Ok. Optimum, on va le garder. On répond Bumblebee et, Voilà. et là je suis mort. Et c'est très bien. Ça va être Moi. compliqué. Bumblebee, Optimus, c'est bon. Ça a été dit. Arrête-toi avec Transformers. Non, pas encore. Bientôt. Bientôt. Optimus Prime. Alors ça, c'est oui, c'est premier. pareil, mais c'est Ils sont comme nous en fait. Ils en connaissent que deux. Ultra Magnus. Non, nous ne l'avons pas. On parle bien des films, hein, des films sortis au cinéma. Optimus Prime, Arcee. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, à vous. Oh là là là. Oh putain. Pardon, faut pas que je jure, on est en live. Oui, déjà, bravo. Parce qu'en plus, il est pas dedans, hein, celui-là. Vas-y, Corentin. Oui, Vas-y. ça va. Sauve l'honneur d'Allociné. Sauve-nous, Corentin. Il y a un fer Iron quelque chose, non? Il y a pas un Iron quelque chose? Il y a un Iron quelque Iron- chose. J'ai envie de dire, je vais l'accepter. Iron Hyde. Iron Hyde, Iron exactement. Bravo. C'est beau. Et donc J'en ai plus. on a Romain donc, qui répond barricade. Barricade n'est pas dedans. Il y a j'ai vu passer Crosshairs. Ça c'est bon. Du coup, c'est à vous. Hot Shot. C'est pas loin. Parce que Hot Shot, Pas ce loin. n'est pas ça. C'est Hot Shot, c'est Non, Hot Shot, un de mes c'est- films c'est- préférés, mais Non. Moi, c'est mort. Je n'en ai plus. non Je sais. déjà. Malheureusement. Et on a les internautes qui nous disent Ratchet, dont j'ai envie de dire Ratchet. que le point du 7-2 a peut-être bien. été marqué. Quelqu'un nous dit le soufflage. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez entendu. Il y a un mec qui veut de moi comme ministre. Merci. Corentin, ministre. Corentin. Merci, je- Parfait. Crée ton gouvernement et j'arrive. C'est marqué, il triche. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, franchement. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, donc ça fait donc 7-2 pour la team internaute. Je pense qu'il va falloir qu'on se remobilise. Mais qu'est-ce que c'était que ce quiz en même temps? C'est un quiz sur les Transformers, Gauthier. Parce qu'on s'est dit sur Fast and Furious, on va pas non plus, c'est trop facile. Donc voilà. Donc merci à vous d'avoir participé, merci à vous d'avoir été là, merci à Quentin, Cécile et Gauthier pour. Merci les copains. C'est pour votre toujours un participation, plaisir, pour toujours un plaisir vos de perdre éclairages. contre vous. Merci à la régie, merci à Claire, merci à Julien, merci à Morgane. On embrasse évidemment toute la rédaction de la Ciné, tous les internautes qui nous regardent, tous les fans de Fanzone. On embrasse particulièrement Mathilde
et oui. Johan que vous retrouverez très prochainement. Et voilà. Nous, donc, vous donne rendez-vous très bientôt. Il y aura un tueur en série live bientôt. Il y aura une émission Fanzone très bientôt également. Et voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit. Allez voir Power Rangers au cinéma, allez voir Fast and Furious 8 également, puisque ce sont des films Fanzone dont on reparlera très prochainement. Oh oui. Et on vous dit à très bientôt et vive les univers étendus et vive Matrix 2 et 3. Salut. Salut. Salut.